Bon, je pensais pas devoir tourner cette vidéo et j'ai très peur d'ailleurs de la tourner puisque je ne scripte pas mes vidéos. Je pense que ça va être le style de vidéo absolument très compliqué à monter en plus d'être tourné. Sachez que toutes les erreurs qui pourraient figurer dans cette vidéo sont de mon fait bien sûr et s'il le faut et si je me rends compte par après post-production que j'en ai commise dans mes propos, tout cela sera bien entendu expliqué en commentaire de la vidéo et pourquoi pas sur d'autres réseaux sociaux comme mon Instagram. Je vous avoue que pour cet été 2025, je pensais plutôt vous tourner une vidéo de recommandation de lecture estivale. Mais l'actualité littéraire, en plus de l'actualité mondiale, on va pas se mentir, fait que voilà, en 2025, août 2025, une meuf lambda de bientôt 38 ans se voit un petit peu dans l'obligation morale de tourner une vidéo de recommandation sur des livres concernant la Seconde Guerre mondiale. Si vous êtes un petit peu présent sur les sphères comme Threads ou encore TikTok, le BookTok, etc., vous avez peut-être vu passer ce scandale il y a environ 15 jours, voire 3 semaines, d'une maison d'édition francophone qui souhaite publier très prochainement une romance entre un SS, un officier SS, et une jeune femme française de confession juive. Je pourrais vous expliquer par A, en passant par A jusqu'à Z, etc., pourquoi je valide pas du tout cette idée, mais je dois bien en avouer que ma collègue, le Basilic Tropical, a fait une vidéo d'une très grande qualité, avec une recherche vraiment qualitative et quantitative, et elle a démontré point par point pourquoi cela n'était pas une bonne idée. Je vais pas donc redire ce qu'elle a dit en moins bien, elle l'a bien mieux fait que moi, et donc je vous invite à aller voir sa vidéo que je mets de toute façon en lien dans la description ci-dessous. Je dois dire que moi voilà, c'est le style de choses qui me choque énormément en tant que carrière petite fille de résistant, voilà, n'ayons pas peur des mots, de personnes juste comme on les a appelées, même si en fait c'est juste de la décence humaine, on va dire ça comme ça. Et en plus de ça, le marketing, la communication de la maison d'édition, il n'y a rien qui va, mais à nouveau, je vous invite à aller voir la vidéo du Basilic Tropical pour en savoir plus. Il y a 90 ans, il y a plus de 90 ans, Hitler était nommé chancelier. Et il y a eu tout un mécanisme, il y a eu vraiment tout un contexte qui a permis son accession au pouvoir, et on peut dire en tout cas que le pouvoir, il l'a exercé de façon extrême, folle diront certains, mais en tout cas absolument dramatique, et on en a encore les conséquences à l'heure actuelle. Force est de constater que 90 ans plus tard, en fait, la majorité des gens ne se rappellent pas, ne savent pas, le devoir de mémoire apparemment il n'a pas été fait. Et donc cette vidéo elle est là pour ça, pour justement remettre le devoir de mémoire au centre. Qu'est-ce qui se passe en fait quand un gars, une femme de l'extrême droite prend le pouvoir dans son pays et a accès au plein pouvoir? Si vous voulez le savoir, mais que vous n'avez pas l'opportunité d'interroger des rescapés de cette époque, puisque on est 90 ans plus tard, donc ça commence à être difficile de rencontrer des survivants, des personnes qui ont vécu cette Deuxième Guerre mondiale, mais aussi ce génocide. Si peut-être les documents audiovisuels c'est trop dur pour vous, ou qu'il vous est impossible de vous rendre sur place, je pense sur des lieux de bataille, des lieux de commémoration, parce que c'est loin, parce que ça coûte trop cher, parce que c'est trop dur, il vous reste les livres. Et moi personnellement, le devoir de mémoire, il a commencé grâce aux livres, grâce à mes parents, en plus des visites sur le terrain, notamment des plages de Normandie quand j'avais 11 ans environ, peut-être un petit peu plus, 12-13 ans. Je pense que ça date de là. Ici dans mes recommandations, vous allez voir, je vais d'abord mettre l'accent sur les personnes ayant vécu les événements, donc des témoignages directs de ces survivants, de ces rescapés du génocide qui a eu lieu lors de la Deuxième Guerre mondiale. Dans un second temps, je vous présenterai d'autres œuvres romancées par après. Je pense
si vous en avez l'occasion, si vous en avez le courage, si vous en avez la détermination, qu'il est bon et sain de commencer d'abord par les témoignages des personnes directement. Non pas que les différents romans qui ont été publiés par après soient mauvais ou ne soient pas légitimes, mais le souci c'est qu'en passant d'abord par un roman qui a un but plutôt marketing avant tout et dont le but est de faire vivre des émotions positives avant tout, vous allez passer très probablement à côté de petites choses. Et petit disclaimer, je ne suis donc absolument pas une spécialiste de la période. Moi, je ne suis pas une historienne, je suis juste une lectrice amatrice, mais qui a cette passion de la transmission et qui naïvement est absolument effarée face à notre état du monde, face aux idées qui sont transmises autour de nous. Et très certainement que naïvement, je me dis qu'à ma petite échelle, vous partagez des lectures autour de la Seconde Guerre mondiale, c'est permettre de rendre un petit peu de la dignité aux victimes de ce conflit et de ce génocide qui a eu lieu il y a plus de 90 ans et leur permettre de ne pas être oubliés. Voilà, c'est tout simplement une démarche très la plus authentique que possible de mon côté et absolument pas un travail hyper scientifique, etc. Mais je pense que dans toute la liste de livres que je vais vous recommander dès à présent, vous devriez tous et toutes au moins pouvoir trouver un livre qui vous convienne. Et donc j'espère que vous le lirez, ou que vous en lirez plusieurs, et que vous transmettrez ce que vous aurez appris autour de ces livres autour de vous. C'est ma petite demande, c'est mon espérance. On va commencer par le livre le plus évident que personnellement j'ai lu à environ 12 ans, l'âge justement de l'autrice au moment où elle commence son journal. Il s'agit bien entendu du journal d'Anne Frank. C'est un livre qui a été lu par des millions de personnes, peut-être même des milliards. Je pense que c'est un des livres les plus vendus au monde, bien que j'ai pas été vérifier les chiffres. Anne Frank, tout le monde l'a lu, mais tout le monde, absolument tout le monde, en ressort avec quelque chose après la lecture de son journal intime, publié après sa mort par son père. Pour rappel, Anne Frank, c'est une jeune néerlandaise qui vivait à Amsterdam, juive de confession, et sa famille en fait, vu l'arrivée des nazis, va devoir se cacher avec les employés de la conserverie de ses parents. Ils vont donc s'établir dans une petite cachette justement de l'usine, et elle va vivre donc enfermée dans cette cachette avec ses proches, donc sa famille, ses parents, sa sœur, et également une deuxième famille où il y avait un jeune homme. Lire l'histoire d'Anne Frank, je pense que tout le monde sait comment ça se termine. Ça a été adapté de plein de façons différentes, que ce soit en film, en bande dessinée, en manga, même en animé. Moi, je peux que vous conseiller de lire vraiment ces mots, parce que cette jeune fille, elle a quelque chose à dire à tout le monde, en fait. Et on est vraiment, en tant que lecteur, le spectateur impuissant de cette débâcle que va être la fin de sa vie, malheureusement. C'est très dur à lire et c'est très dur d'en parler, je vous avoue. Voilà, c'est une lecture que j'ai faite comme je vous ai dit, vers 12-13 ans. Là, j'approche de mes 38 ans et rien que de vous en parler, j'ai les larmes aux yeux. Je peux que vous inviter, après avoir lu le livre ou en le lisant ou avant de le lire, peu importe, d'aller à Amsterdam et d'aller dans la maison où elle a été cachée. Si vous avez de la chance comme moi, vous vous retrouverez seul dans cette cachette. Moi, ça m'est arrivé donc en 2009. Pourtant, les visites sont vraiment impressionnantes. Le nombre de visiteurs est vraiment très impressionnant. Mais je me suis retrouvée seule dans une pièce comme elle aurait pu se retrouver seule dans ce petit grenier où, via une petite lucarne, elle pouvait respirer un petit peu d'air. Et ça m'a glacée en fait. Et rien que d'y repenser, ça me glace à nouveau. Donc, je pouvais pas ne pas recommander cette lecture, bien qu'elle paraisse extrêmement évidente. Je pense que le deuxième livre que j'ai dû lire d'un rescapé dans ma vie de lectrice vers mes 14 ans, c'était une lecture imposée par l'école, c'est Un sac de billes de Joseph Joffo. J'ai plus le livre en ma possession, tout comme le journal d'Anne Frank, ils ont été donnés parce que c'est des livres qui doivent voyager et être lus par le plus grand nombre. Ici donc on suit le petit Joseph qui est un petit Parisien dont le papa, si je me souviens bien, est coiffeur barbier.
Il a une enfance de rêve avec sa famille, mais vers ses 6 ans, la guerre débarque, les nazis débarquent. Et donc il va nous expliquer, l'auteur donc écrit le livre par après, quand il est adulte, il va nous expliquer en fait ce changement entre cette enfance absolument dorée, tendre, remplie de rire, de joie de sa famille. Il y a un glissement très très sombre et très très progressif dans son récit au fur et à mesure qu'il grandit. En fait, lui, son adolescence, il va la vivre dans les camps. D'abord, il va porter l'étoile jaune dans les rues de Paris. Il va se voir refuser l'accès à certains endroits où il avait toujours pu aller et où il avait toujours été le bienvenu. Et puis, on voit que ce petit garçon ne comprend pas ce qui se passe. Et au fur et à mesure, malheureusement, la dure réalité se fait comprendre plus il grandit. Et il va nous expliquer également son passage dans les camps et comment il va pouvoir s'en sortir et grâce à l'aide de qui. Joseph Geoffroy a écrit une suite également. Comment est-ce qu'on se reconstruit après avoir vécu ça? Comment est-ce qu'on se reconstruit quand la famille ne revient pas au complet? À nouveau, une lecture qui me donne les larmes aux yeux, rien que de vous en parler. Peu après avoir lu ces 2 livres, ma maman m'a dit que j'avais la maturité pour lire Au nom de tous les miens. Ce livre, j'y pense encore très très souvent dans ma vie actuellement. Pourtant, je l'ai lu vers 16 ans, je dirais 15-16 ans. J'ai des vagues souvenirs du récit, mais voilà, Au nom de tous les miens, c'est un cri d'amour envers sa famille, d'un rescapé des camps à nouveau, d'un jeune homme qui avec toute sa famille va être emprisonné et va vivre bien entendu le nazisme aux premières loges puisqu'il est juif. Le récit en fait ne s'attarde pas énormément sur cette partie et sur cette guerre, mais également sur tout ce qu'il va vivre après et comment est-ce qu'on se construit, comment est-ce qu'on arrive à avoir une famille par après pour la reperdre à nouveau dans des circonstances absolument dramatiques. Au nom de tous les miens, c'est un cri de vie, c'est un hurlement. Je pense que ce livre, ça permet de... Moi en tout cas, ça me permet d'avoir une vision très positive de ma vie, une vision très chanceuse de ma vie. C'est horrible à dire, mais c'est une véritable leçon de résilience et également d'amour. Voilà, il y a énormément d'amour dans tous les livres que je viens de vous présenter par ces survivants. Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion d'emprunter au Bibliobus cette bande dessinée Adieu Birkenau de Ginette Kalinka. Bien entendu, ce n'est pas Ginette qui a fait les dessins, mais donc toute la bande dessinée est basée sur son témoignage, elle le coécrit, et les dessinateurs se sont mis en fait au service de son récit. C'est peut-être une œuvre un petit peu plus facile à appréhender du fait du format bande dessinée, peut-être pour des lecteurs un petit peu moins aguerris, on va dire, ou qui ont peut-être un peu peur des mots. Je pense qu'en tout cas que ce témoignage, il a toute sa place et il est aussi pas vibrant mais aussi déchirant que ceux dont je vous ai parlé auparavant. La seule différence, c'est que moi je l'ai lu adulte, je l'ai lu il y a quelques mois, et même s'il reste très vif, très très présent dans ma tête, peut-être que tout ce que j'avais lu entre temps, ça me permet de prendre un petit peu plus de distance. Mais ce qui est sûr, c'est que le témoignage de Ginette, il est absolument essentiel et qui nous permet de réaliser à quel point on ne peut absolument pas se permettre d'oublier à l'heure actuelle, en 2025. N'oublions pas. Le dernier témoignage d'un survivant que j'aimerais vous présenter, c'est Une adolescence perdue dans la nuit des camps de Henri Kichia, belge, déporté le 10 mai 1940. Toute son existence a basculé ce jour-là. Il a passé 1150 jours en enfer dans 11 camps différents. Malheureusement, il sera le seul à revenir et donc la couverture nous montre ici une famille qui aurait pu être heureuse et vivre des jours prospères. C'est pas le cas, c'est pas ça que l'histoire a voulu pour eux. Et donc 60 ans après, il a écrit sur les conseils de ses descendants ses mémoires. Et Henri Kichia, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer
parce que avant sa mort, il continuait à témoigner et à venir dans les écoles pour prévenir, pour avertir. Et je pense que ce monsieur était ultra méga impressionnant et que l'état du monde le ferait hurler. Donc ce livre, il est ultra documenté, il y a des photos, il y a des extraits, pas de journaux mais de caricatures, d'œuvres, etc. Des dessins, également des documents comme ceci d'Auschwitz. Et donc il va nous expliquer à travers tout le livre son parcours. Il dit bien ici qu'en fait, son but c'est pas d'apitoyer les lecteurs, mais c'est surtout de mettre en garde contre le mal récurrent, la haine et l'esprit du mal. Et vous voyez, je suis très très émue de vous parler de ce livre parce que donc j'ai rencontré l'auteur le 22 mai 2012. J'ai une petite dédicace de sa part. Il est maintenant décédé, mais en fait je relis les mots et il me met, bon, à vous, cher machin, avec toute ma gratitude, vive la vie. Voilà, et il dessine encore une petite fleur en dédicaçant son livre. Comme je vous ai dit en introduction de cette vidéo, je pense qu'il est absolument essentiel de d'abord lire les témoignages des gens concernés, des personnes qui ont vécu ces événements, ces personnes qui ont vécu l'horreur. Maintenant, si vous voulez un petit peu plus d'explications sur le contexte historique, mais également sur la partie des conflits armés, j'ai d'autres lectures pour vous, bien sûr, mais plus par des personnes nécessairement concernées. Le premier livre que j'ai envie de vous recommander, c'est Band of Brothers, donc oui, qui existe en livre et qui a été adapté en série. Série absolument magnifique, à ce jour c'est toujours ma série préférée, rien n'arrivera à la détrôner je pense. Je la regarde encore assez régulièrement quand j'arrive à la trouver sur certaines plateformes. Band of Brothers, donc c'est l'histoire de soldats américains du moment où ils sont enrôlés par l'armée américaine jusqu'à leur débarquement en France, bien sûr, et au-delà jusqu'à la libération de l'Europe. On va suivre donc toute une bande, toute une escouade, des prémices, on va dire, du conflit auquel ils vont prendre part, jusqu'à la toute fin. C'est déchirant, c'est vibrant et également ça remet les idées en place sur ce que c'est une guerre, en sachant que à l'époque il y avait eu énormément de progrès en matière d'ingénierie guerrière. Et que à l'heure actuelle il y a toujours des guerres qui se passent d'une autre façon. Je pense qu'on a encore été plus loin dans l'horreur et dans les créations pour se tuer les uns les autres, hein. Mais déjà là à l'époque ça nous remet bien les idées en place, je dois dire. Et donc ce livre n'est pas écrit par des vétérans mais est écrit sur base de témoignages de vétérans. Et la série a été adaptée sur base de ce livre avec quelques adaptations scénaristiques pour que la série puisse vivre assez. Mais moi j'avais un collègue donc, qui avait rencontré certains de ces vétérans qui avaient été interrogés pour le livre et pour la série, et donc ils avaient grand plaisir à dire voilà, mon nom ne figure pas là mais l'anecdote qui arrive à tel personnage dans la série ou dans le livre c'est moi en fait, ça m'est réellement arrivé, etc. Et donc ce collègue qui avait eu la chance de rencontrer certains m'avait dit qu'ils étaient profondément ravis que l'histoire perdure, que leur histoire perdure via la série et via le livre. À nouveau, si vous avez plutôt envie de vous intéresser à cette histoire d'un point de vue belge, je peux que vous recommander la bande dessinée Louve, qui ici va s'intéresser à la résistance et la résistance du côté des femmes, en tout cas la guerre, comment les femmes qui ne sont pas parties au front, qui ont dû continuer à vivre dans les zones occupées, ont pu s'en sortir. Et donc là vous avez un bel aperçu de la vie justement en temps de guerre en zone occupée en Belgique. L'œuvre est profondément féministe, profondément historique également, ça ne veut rien dire, mais elle est fouillée, c'est recherché. Il y a des sources à la fin du livre, à la fin de la bande dessinée si je me souviens bien. Et j'avais particulièrement moi bien aimé le style de dessin dans des tons, si je me souviens bien, rouge, orangé, brun, qui va permettre de faire varier le côté sombre mais aussi le côté résistance et résilience de ces femmes.
Je vous parle pas beaucoup plus de cette bande dessinée parce que je l'ai lue il y a déjà quelques années et malheureusement je peux pas la refeuilleter avant de vous en parler étant donné que je l'avais empruntée au Bibliobus. Pour la prochaine recommandation, à savoir le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, vous allez pouvoir avoir ici une histoire donc romancée avec des portraits de femmes qui ont vécu donc cette guerre, pour certaines dans les camps, pour d'autres en tant que résistantes, en tant que soignantes, et également leur descendance. Et donc on va suivre 3 femmes, si je me souviens bien, 3 récits vraiment disparates avec des temporalités différentes, jusqu'à ce qu'à un moment tout fasse sens et les temporalités ainsi que les destins des personnages vont se retrouver. C'est le livre, ma recommandation, je pense, la plus romancée et par une personne la moins concernée possible, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, avec un titre pareil, je pense que vous comprendrez que voilà, le roman prend le pas peut-être sur l'histoire, mais c'est une bonne approche, une bonne première approche si vous avez besoin d'un petit peu plus de moments de pause et de moments un peu moins horribles, on va dire, que lors des témoignages des rescapés. Saga familiale par excellence, je ne peux que vous recommander Les Casalets, notamment le tome 1, qui va bien mettre en place en fait tout le contexte historique avant la déclaration de guerre entre l'Allemagne et le reste de l'Europe. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de perception sur le contexte historique, sur ce qui a fait que l'Europe est entrée en guerre, notamment l'Angleterre, je peux que vous recommander cette saga familiale. Moi je n'ai lu, je vous avoue, que le tome 1, mais je sais que le tome 2, on est en plein milieu de la guerre. C'est du point de vue d'une famille anglaise, donc on n'est pas sur le continent, mais on va vivre ces moments d'incertitude avec eux, les moments politiques, tout cela lié avec leur destin, bien entendu, d'individus, puisque toute la famille y passe, à la fois les grands-parents, leurs enfants et les petits-enfants, et on va les voir donc évoluer, grandir dans ce contexte politique très compliqué et incertain pour l'époque. En parlant d'envie d'en savoir un petit peu plus sur le contexte historique, mais sans vous taper un gros bouquin, on va dire un gros essai là-dessus. Je pense que La Nuit de tous les dangers de Ken Follett peut vous aider à mieux comprendre un petit peu les enjeux. Alors c'est clairement un roman d'espionnage, thriller. Donc ça se passe en septembre 1939, donc l'Europe entre en guerre. Et on a un vaisseau désert, le Clipper de la Pan American, qui est le plus luxueux hydravion jamais construit, qui va en fait décoller pour la dernière fois d'Europe vers l'Amérique. À son bord, on a tout un panel de personnages qui vont en fait représenter les différentes puissances à l'œuvre dans cette guerre. Donc par exemple, on a un lord anglais mais qui est fasciste, et il est reconnu comme fasciste avec sa famille. On a une princesse russe, on a un couple d'amants, on a un beau jeune homme très intéressé par les bijoux qui ne lui appartiennent pas forcément, le chef mécanicien qui est un officier irréprochable mais qui est soumis à un chantage. Et donc on va suivre la traversée pendant 30 heures avec une tempête qui va secouer l'appareil, mais des tempêtes qui vont également secouer les personnages. Alors c'est pas vraiment tant que ça orienté pour vous apprendre réellement le contexte de la Seconde Guerre mondiale, mais Ken Follett étant historien et faisant à chaque fois des recherches dingues pour ses romans, vous aurez ici quand même une fresque et un aperçu assez véridique de ce que c'était que septembre 1939 au début de cette Seconde Guerre mondiale. Un autre bouquin que je peux vous recommander du même auteur que j'ai lu il y a des années, c'est Le Réseau Corneille. Donc ça se passe là en France en 1944. On va suivre Betty, qui est jeune, hein, elle a 29 ans et elle est, comment on dit, elle est au service, elle est officier, voilà, de l'armée anglaise. Et donc elle sabote des choses, c'est une des expertes en sabotage. Vous savez que les femmes, elles avaient aussi un rôle à jouer en sabotage, en résistance, puisque les Allemands ne se méfiaient pas autant d'elles que les hommes. Et donc à l'approche du débarquement allié, les sabotages vont avoir une grande importance, bien entendu. Et donc elle a pour mission d'anéantir le système de communication allemand. Vaste mission, quoi. Et donc
La première tentative, c'est une catastrophe, tant en termes de moyens qu'en tant que perte humaine. Et donc elle va jouer le tout pour le tout, cette Betty, et elle va recruter une brigade, mais vraiment unique pour l'époque. Et donc elle va créer le réseau Corneille. Donc c'est une équipe choc, comme vous pouvez le voir sur la couverture, que de femmes. Donc c'est 6 femmes qui vont être recrutées dans ce réseau Corneille, avec des personnalités hors du commun. On va avoir une aristocrate, une taularde, une ingénue, la travestie, etc. Et donc chacune va avoir son rôle à jouer et sa touche à apporter pour le sabotage. Il y a des scènes de... j'allais dire de questionnement, mais non, de torture assez difficile. Voilà, c'est un vrai roman d'espionnage. Certes, c'est un roman à nouveau, mais comme je vous ai dit pour le livre précédent, Ken Follett est vraiment connu pour sa rigueur historique. Et donc ça vous donne à nouveau un aperçu de ce que pouvaient être les opérations en temps de guerre, juste avant le débarquement en France. Et ça vous permettra ainsi de vous faire une idée un petit peu de ce que ça pouvait être la vie à ce moment-là, et pour ces personnes qui résistaient envers et contre tout. Et enfin, le dernier livre que je vous recommande, c'est Toutes les histoires d'amour du monde de Baptiste Beaulieu, que je vous mets à nouveau ici, que j'affiche à nouveau ici, étant donné que je ne possède pas le livre, je l'avais à nouveau emprunté au Bibliobus. Honnêtement, c'est une lecture que je conseille au plus grand nombre. Le parti pris de ce roman, c'est de ne pas parler de la Seconde Guerre mondiale du point de vue des Français, alors que Baptiste Beaulieu, il est français, mais du point de vue des Allemands. Voilà. On va d'abord s'intéresser donc aux origines de la famille de Baptiste Beaulieu et à son arrière-grand-père, si je me souviens bien, qui a dû participer donc à la Première Guerre mondiale, et donc il commence le récit comme ça. Et puis au fur et à mesure, il va nous raconter l'histoire de sa famille, la naissance de son grand-père, si je me souviens bien il s'appelle Marcel, de sa vie, de sa rencontre avec l'amour de sa vie. Malheureusement l'amour de sa vie, elle est allemande. Et donc improbable, mais Marcel donc va participer contre le camp de la femme de sa vie et va se retrouver emprisonné, en fait prisonnier de guerre en Allemagne, où la famille de son amoureuse va le retrouver. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin dans le récit et dans le résumé de ce roman, parce que je pense qu'il faut le lire pour bien comprendre tous les tenants et les aboutissants. Sachez juste qu'en fait, de A à Z, vous allez vous poser la question du début jusqu'à la fin, de savoir est-ce que Baptiste Beaulieu nous raconte réellement l'histoire de sa famille ou pas du tout. Est-ce que c'est un roman inventé de A à Z avec énormément de ressemblances avec sa propre famille? Parce que quand on fait des recherches sur lui, on peut se dire oui, il est originaire en effet de tel endroit, etc. Donc voilà. Et si vous voulez un petit aperçu de ce que c'est à nouveau la vie en temps de guerre dans le nord de la France, dans zone occupée, vous aurez ici un très très bon aperçu. Et également en tant que prisonnier de guerre, parce que malheureusement, moi, dans mon parcours de lectrice, je n'ai pas vu énormément de témoignages de personnes emprisonnées, forcées à travailler en Allemagne, mis à part donc les personnes déportées dans les camps de concentration. J'arrive au bout de ce tournage, comme vous avez pu le voir, j'ai été particulièrement émotive à différents moments, ça a été un tournage assez difficile. Je m'apprête à ce que le montage le soit également. Je me permets donc de vous demander la plus grande bienveillance à mon encontre, également par rapport à des erreurs que j'aurais pu commettre dans les résumés ou dans les affirmations que j'aurais pu donner à certains moments. N'hésitez pas à me le dire, à me le signaler gentiment en commentaire, et comme ça je pourrai me renseigner et bien sûr rectifier le tir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura convaincu de lire au moins ne fût-ce qu'un de ces livres, et surtout de partager ce que vous aurez lu autour de vous, et de ne pas le garder pour vous, de ne pas avoir peur, de ne pas être silencieux, et que ça vous convaincra d'utiliser votre voix pour l'ouvrir et affirmer que la haine à notre époque en 2025, c'est juste ridicule en fait. La haine et la peur en 2025, elles ne devraient plus exister, et que malheureusement ça se reproduit encore à nouveau, et on peut pas oublier. Pour eux, on peut pas.